Retour sur le plateau de Ouro Africa. Désormais, on va essayer d'être plus modéré dans la prise de parole et surtout permettre à ce que toutes les sensibilités et avis puissent être relayés sur ce plateau. Jean de Dieu Evouna, vous avez la parole sur cette problématique où on a l'impression que l'État a reculé face à la puissance justement des monarques qui, je l'ai dit, ont quasiment le droit de vie et de mort. Parfois, dans certaines régions, il y a des impôts qui sont payés, il y a des prisons qui existent. Pourquoi ce recul? Et quelle est justement la marge de manœuvre de ces monarques? Premièrement, parce que les gens, les communautés refusent d'intégrer le principe de la nation. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le Cameroun étant construit sur des peuplades, environ 280, et non sur des nations communautaires. Elles n'ont presque jamais existé, sauf peut-être la monarchie Bamoun qui compte quelques siècles. Mais en dehors de cette monarchie, l'ensemble des communautés camerounaises sont, je ne pourrais pas les qualifier de nations parce que lorsqu'on parle de nation, on parle de loi, on parle de ceci, on parle d'un ensemble structurel et architectural des règles de vie qui étaient certes là, mais qui ne représentaient véritablement pas les nations. Donc on ne peut pas parler de nations communautaires. Non, ça n'a jamais existé au Cameroun. Nous étions des peuplades avec à la tête des chefs traditionnels. Des chefs qui avaient un certain pouvoir sur leur propre communauté, dans leur territoire. Maintenant que le colon est arrivé, certes, il a bafoué un certain nombre de choses qui ont été évoquées ici. On ne peut pas, 70 ans plus tard, continuer à fonctionner dans cette posture où nous disons, nous avons un drapeau, nous avons une constitution, nous avons un territoire, nous avons des lois de la République et prétendre que un chef traditionnel, au nom de sa communauté, mettrait ses lois, ses prisons et autres, ça devient une nation dans une nation. C'est une imposture. Au nom de la Alors, pourquoi être toléré si s'agit véritablement d'une imposture? Oui. Mais c'est une imposture tolérée? Oui, justement, il faut le dire, les lois de la nation sont le fondement structurel qui fonde le fonctionnement d'un État. Les lois de la République? Les lois de la nation. Il y en a de la nation? Oui, la nation camerounaise, quand je parle par exemple le cas du Cameroun, les lois de la nation camerounaise sont le fondement structurel du fonctionnement de l'État. Et l'État dans lequel se trouvent ces communautés et ces chefs traditionnels et leur pouvoir traditionnel doit constituer l'ensemble, le construit de cet État-là, de cette République. Il n'y a pas de loi communautaire qui réglerait une situation au-dessus des lois de la République. Il faut le dire sans embâche. Il ne faut pas prétendre ici que le pouvoir traditionnel, le pouvoir ancestral dominerait sur le pouvoir de l'État du Cameroun. Par exemple, dans le cas du Cameroun. Non que non. Il faut, comme je le dis, une loi communautaire ne peut pas réguler la vie d'un citoyen. Mais on a vu des exemples récents où l'État a, entre guillemets, reculé. On a vu avec l'affaire Grand Moulin du côté de Bonateki à Douala, c'est au Cameroun, pour ceux qui nous regarderaient de par le monde, où justement il y a des initiatives qui ont été portées par l'État, mais qui, face à la furia des monarques locaux, l'État a été obligé, entre guillemets, de céder et même de reculer face à justement cette montée en puissance. Le cas que vous prenez de l'exercice du pouvoir des monarques. Je crois que le cas que vous prenez, le cas de Douala, le préfet d'antan avait reconnu que cette chefferie ne devait pas exister, selon mes enquêtes. Mais pour revenir sur le point de l'État et de la chefferie traditionnelle, je veux dire le pouvoir ancestral. Le pouvoir ancestral, qui est un pouvoir spirituel, doit servir l'État et non une communauté. Peu importe la communauté. Dès lors que nous sommes déjà dans un État, dans le construit d'une nation, chaque pouvoir traditionnel, qu'il soit spirituel, doit être en harmonie et doit servir l'État
Et c'est pour cela que vous allez comprendre. Et que fait-on, Jean de Dieu, lorsque les Quand je parle de ambitions... l'État ici, je ne parle pas du parti, je ne parle pas des individus. Je On parle... vous comprend. Voilà. Que faites-vous donc lorsque, justement, les ambitions de l'État et de la chefferie ne sont pas en harmonie? L'État veut créer un quartier ou une chefferie. Le chef de village, lui, il estime qu'il n'y a pas lieu de création d'une chefferie. On trouve donc deux entités qui doivent exister en République, mais qui sont en totale contradiction. Je crois que les lois sont claires. Le chef de bloc n'est pas... C'est une imposture de l'appeler majesté. Le chef de quartier n'est pas majesté. Sa majesté, c'est un chef traditionnel qui détient un pouvoir ancestral d'une localité, d'une communauté. Un chef de quartier ou un chef de bloc, je ne vois pas pourquoi je l'appellerais sa majesté. Et les lois sont claires là-dessus. Je crois simplement que c'est les individus ou alors certaines personnes qui veulent créer des dissensions. Mais tout pouvoir ancestral, tout pouvoir traditionnel doit servir le pouvoir de l'État, doit construire l'État. Si ce pouvoir traditionnel ne sert que pour la communauté, c'est là où il y a problème. Et c'est justement ce que nous vivons au Cameroun. C'est-à-dire, les gens ne croient que l'État est leur ennemi. Non, l'État n'est pas l'ennemi, parce que les gens ne comprennent pas réellement qu'est-ce que c'est que l'État. Et j'aime mieux le développement que mon copanéliste Franck Masson a souvent défini l'État. L'État, c'est le grand E, c'est-à-dire Dieu. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas je veux dire, une communauté, ce n'est pas... L'État, c'est Dieu, incarné dans une république. Et toutes les puissances spirituelles... Ça peut être compliqué, ce que vous dites là. Ce que je dis est clair. Non, les initiés me comprennent. Et ceux qui comprennent la notion de l'État comprennent ce que je dis. Merci. C'est pour cela que tous les pouvoirs ancestraux, toutes les puissances doivent converger à servir l'État et à élever l'État au-dessus de toute autre communauté. Ainsi, il n'y aura pas toutes ces divergences. Parce que dès lors que c'est pas compris, les gens commencent à inventer des États, micro-États au sein d'un État, disant que le pouvoir ancestral serait bafoué ou quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu de micro-État dans la sphère Cameroun. Il y a eu des communautés, des peuplades, des communautés avec à leur tête des chefs traditionnels qu'il faut être respectés, mais qui doivent travailler pour la construction de l'État et de la nation. Merci Jean de Dieu Evuna pour votre déroulé. Franck Manson, c'est vrai que à ce niveau, les concepts peuvent s'affronter, diverger, mais ils sont obligés de cohabiter ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc lorsque, justement, il y a cette envie de modernité avec un pouvoir qui est administratif, mais qui est confronté à une réalité locale, parfois traditionnelle, qui a sa propre vision de l'évolution de la société? Comment est-ce qu'on parvient juste à poser les deux entités de façon à ce qu'il y ait une cohabitation harmonieuse? Stéphane, vous avez mis un sujet tellement complexe sur la table. D'ailleurs que c'est un sujet d'adulte. Très complexe. Je crois, permettez que j'aille un peu à la genèse. Quand je réfléchissais tout à l'heure sur ce sujet, il y a un passage biblique qui revenait dans mon esprit. Celui de Marc 3, où il dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, piller cette maison, si auparavant, au préalable, il n'a pas attaché cet homme fort. Vous ne pouvez pas. Comme pour dire quoi? On va se comprendre dans le déroulé. Qu'est-ce qui fait, je peux dire, le malheur, la faiblesse de nos États? C'est parce que nous sommes des nations hybrides. On parle parfois des nations néo-patrimoniales. Ce qui fait que jusqu'ici, l'on n'a pas encore retrouvé le juste milieu entre ce qui est identifié comme nos us et coutumes, qui aujourd'hui sont dilués, et la modernité. On n'a pas encore trouvé le juste milieu en rapport avec l'organisation de notre État. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que même les lois, à un moment donné, parfois, c'est comme si ça s'encrevauchait. On dit comment? C'est ça? C'est chevauché. Voilà. Et c'est ça le problème. Qu'est-ce qui faisait autrefois la puissance de nos chefs traditionnels? On avait des chefs traditionnels qui s'identifiaient principalement à partir de la nature.
Et ils avaient pour mission garantir la sécurité, je peux dire de leur environnement, de leur population. Ce qui fait que ces chefs ne souffraient pas d'une crise de légitimité ancestrale. C'est ce qui faisait leur force et leur pouvoir, la puissance des chefs. Bon, maintenant, quand les Occidentaux arrivent, ils doivent prendre contrôle des terres et tout ce que les terres comportent. Or, vous ne pouvez pas prendre contrôle des terres si vous ne prenez pas contrôle des populations. Vous ne pouvez pas prendre contrôle des populations si vous ne prenez pas contrôle des chefs. Parce que justement, le chef était l'intermédiaire entre les ancêtres et les populations. Ça veut dire qu'en prenant contrôle justement des chefs traditionnels, ils prenaient à la fois contrôle des populations et des terres. Parce que le chef jouissait d'un contrôle et d'une influence certaine sur les populations. Alors Franck Manson, que répondez-vous à ces téléspectateurs de Maléron qui, lui, il pense que le Cameroun n'est pas un État, ou alors, désolé, le Cameroun n'est pas une nation, mais plutôt un État. Que lui répondez-vous dans cette construction pyramidale, justement, des réalités qui sont les nôtres? Si je dois partager ma pensée, ça pourrait être très complexe pour d'aucuns. Parce que les mots ont ceci de particulier que chacun y met le contenu en fonction de son niveau de perception des choses. Qu'est-ce qu'une nation et qu'est-ce qu'un État? Voilà. Cette définition parfois crée la confusion même dans les associations communes. Qu'est-ce qu'une nation? Qu'est-ce qu'un État? Je vais partir de façon simple, Franck Manson. Pour aller dans la réalité. Quand on parle par exemple d'un État, oui, de manière simple, mais l'État c'est un système organisé, structuré, qui a des objectifs à atteindre. On parle d'un territoire, d'un peuple. Oui, bien sûr, qui a des objectifs à atteindre. Et il y a des hauts représentants, je peux dire des petits représentants, notamment les populations. Ça veut dire que l'État fonctionne sur la base des règles et des normes bien structurées en fonction des objectifs que cet État doit atteindre. Et maintenant, quand on parle d'une nation, ça dans la définition simple, on dit c'est un assemblage des populations, on peut dire des groupes. Oui, des groupes, c'est ça une nation. On dit qu'ils partagent une histoire commune, qui ont une histoire commune, qui ont une mémoire commune. C'est comme ça qu'on définit la nation. Mais quand vous allez plus loin maintenant, Stéphane, État-nation, si vous allez au-delà en fait des mots, de la forme, vous rentrez en fait dans la même conscience. La réalité, c'est ça, si vous percevez la chose du point de vue métaphysique. Lorsque vous justement, définissez ces concepts ainsi, comment est-ce qu'on parvient donc à faire vivre dans cet état-là un ensemble de communautés divergentes, puisqu'il faut d'abord construire une nation pour accéder à un État. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait donc l'alchimie pour amener justement à ce qu'une nation se transforme en un État? C'est où votre question devient très intéressante, Stéphane. Et c'est pourquoi nous devons de plus en plus nous ouvrir à la spiritualité pour pénétrer votre sujet. Connaissez-vous, ou certains le connaissez, Ernest Renan, le philologue et philosophe qui dit une nation, c'est un principe spirituel. Un principe spirituel d'une nation. Et ça, c'est pas très compliqué, Franck Manson. C'est pas compliqué, puisque c'est quelqu'un qui est connu. Ouais, il a fait mais pas des choses compliquées. Non, j'y arrive. Voilà. Non, et il faut vivre avec l'État. Comment est-ce que vous faites? J'y arrive, Stéphane. Il dit une nation, c'est un principe spirituel. Les diversités qui s'observent dans différentes ethnies ne devraient pas être des sujets de division, de rupture. Non. Si ce sont des sujets de division et de rupture, ce sont des sujets de division et de rupture, tout simplement parce qu'on ne parvient pas jusqu'ici à coaliser toutes les énergies vers ce principe. Or, les diversités doivent plutôt être des vecteurs de force et de puissance. Voilà. Tel que vous êtes structuré, M. Moyenbo, mais on voit de la diversité. Les membres n'ont pas tous la même forme, mais tout ceci participe à la puissance du corps. Pourquoi? Parce qu'ils sont coordonnés par une centrale, la pensée. Oui. Unique. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir des États forts, donc des dirigeants puissants, qui seraient justement en mesure de coordonner tous ces maillons que sont les populations, donc ces ethnies. Mais pour le faire, puisqu'au départ, les populations, c'est le besoin. Ce sont le besoin, c'est le besoin de la population. Vous devez donc organiser en fait votre État de telle sorte que chacun puisse trouver son compte. Vous créez là de la confiance. C'est ce que les autres ont essayé de faire ailleurs. Vous voyez, c'est-à-dire que quand les populations sont conscientes que l'État est en mesure de répondre à leurs besoins, vous pouvez tous les canaliser vers votre objectif. Mais dès lors que ce n'est pas le cas, il y a une crise de confiance déjà entre les populations et l'État.
Voilà. Voilà. Merci. Donc, ce qui fait que vous ne pouvez pas facilement orienter toutes ces énergies vers un but unique. C'est ça le problème. Merci, Franck Manson. Alors, Maître Zogo, l'assertion spirituelle de Franck Manson a été déclinée. Vous, la politique, je sais que vous n'évoluez pas dans les mêmes sphères et dans les mêmes réalités. Peut-être votre vision est plus pragmatique. Je disais, on a des cas où justement, on a l'impression que le pouvoir traditionnel est parvenu à capter une des compétences, ou alors une portion de pouvoir de l'État central. Je parle ici en termes d'administration. Comment est-ce qu'on parvient à gérer ce type de phénomène? Parce qu'il faut bien reconnaître qu'il y a encore, pour ce qui est du Cameroun, des royaumes forts, des lamidos forts. On parle des rois de Bamoun, on parle des sultans de Bamoun. C'est des entités qui existent, qui ont une force au sein de la République, mais avec laquelle, justement, ces entités-là, la République doit aussi exister. Comment est-ce qu'on parvient à jumeler toutes ces énergies-là pour essayer d'avoir un membre central qui est fort et qui s'appelle le Cameroun? Le problème, Stéphane Baga, c'est que les Africains ont cette mauvaise habitude de vouloir toujours regarder ce qui fait leur identité comme quelque chose qui n'existe pas ou qui n'existait pas. C'est regrettable parce que si quelqu'un se sent plus Bamoun que Camerounais, vous devez vous demander qu'est-ce qui l'attache au royaume Bamoun. Voilà. Messieurs, retenez dès aujourd'hui qu'une nation, c'est un ensemble de personnes qui sont mues par le sentiment d'avoir une communauté de vie et de destin sur un territoire donné. Oui. Et dès lors que vous reconnaissez que nous avons des tribus, des ethnies, des royaumes, des empires qui ont existé en Afrique, c'est insulter l'Afrique tout entière que de lui dire qu'elle n'a jamais eu de nation historique. Vraiment. Première chose. Deuxième chose, c'est parce que justement il y a ce sentiment d'appartenir à une nation historique que les gens se sentent davantage proches de l'heure que de l'État. C'est d'autant plus que cette communauté les valorise mieux. Ces personnes s'identifient mieux dans leur communauté qu'à travers l'État. Comment est-ce qu'on parvient donc à construire une république avec un tel paradigme, Maître Zogo? Déjà que moi je n'aime pas le mot république, parce que la res publica, contrairement à ce qu'on nous a fait croire, n'est pas la chose publique, la chose commune. C'est l'expansion de la franc-maçonnerie. Le malheur des Africains, c'est qu'on importe les termes et on se les approprie en faisant comme si, vraiment, comme ils ont dit que ça signifie la chose commune, c'est ça. On vous a défini la démocratie comme le pouvoir du peuple par le peuple, je ne sais pas moi encore quoi. Et pour le peuple. Il n'y a aucun État au monde où la démocratie s'applique. Aucun. Même aux États-Unis, là où la définition de la démocratie a été donnée, les Américains sont dehors tous les jours parce qu'ils disent qu'ils ne se reconnaissent pas en Donald Trump. Il faut arrêter ça. La res publica ne veut rien dire. Le problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique refuse quelque chose que nous avons l'habitude de dire. Connaître hier pour comprendre aujourd'hui, afin de mieux envisager demain. On refuse hier parce qu'on a honte d'hier. On a honte d'être soi. Parce que traditionnel ne veut rien dire. La piconture dont les gens se vantent d'aller se faire piquer là par les Chinois, c'est la tradition chinoise, monsieur. C'est la tradition. C'est la tradition, c'est les coutumes chinoises. C'est l'équivalent de la pharmacopée traditionnelle africaine. Voilà. Mais les gens se vantent d'aller se faire mettre des aiguilles partout. Mais si vous leur dites que non, allez vous faire soigner la hernie au village, ça c'est les choses que je ne peux pas. C'est d'abord là où ça commence. Ils sont combien qui peuvent encore le faire? Non, il y a des gens qui le font. Nous rassurez-vous, les gens le font. Combien? Maintenant, le problème se pose, il y a aussi beaucoup de charlatans en ce qui concerne l'apiculture. Moi, je ne suis jamais allé là-bas. J'y crois pas. Mais je vous garantis que, moi, je vous dis, moi, j'ai eu le Covid-19. J'ai été soigné au village. Il faut arrêter ça. J'ai eu le Covid-19, moi. Je n'ai pas mis les pieds à l'hôpital. Si vous ne pouvez pas aimer l'Afrique au point d'être capable de dire que ce qui fait votre essence est au-dessus du reste, laissez les histoires, vous avez considéré quel genre d'État. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc? On sort de la République. Parce que la question que vous posez, avec nos cantons, avec nos villages, la question que vous posez n'a qu'une seule réponse. Je le répète. C'est une question de contrat social. En fait. C'est aussi simple que ça. Quel est le contrat social camerounais? Quel est le contrat social congolais?
Quand vous allez au Nord Kivu, est-ce que le jeune gars de 35 ans vous rencontrez au Nord Kivu, vous lui demandez quel est le contrat social congolais, est-ce qu'il se reconnaît dans un contrat social congolais, qui est le fruit d'une concertation congolaise? Il vous dira non. C'est valable au Cameroun. Ce ne sont pas les nations historiques qui sont un problème. C'est la continuité de l'État colonial qui est un problème. Parce que si vous accaparez toutes les richesses à Yaoundé, vous faites croire au Camerounais quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Pendant que Yaoundé respire là, il y a des gars qui partagent les mares d'eau au nord avec les moutons. Il y a des gars qui voient sortir l'or, la bauxite, le diamant, tout ça à l'est. Ce que vous appelez développement n'arrive pas à leur niveau. Et or, ils se reconnaissent dans le chef. Au lieu que l'État dit moderne, entre guillemets, mette en place, développe une ingénierie d'insertion de cette nation dans la construction d'un construit supranational, et de manière à ce que chacun se sente concerné, on veut absolument vassaliser ce chef. Sauf qu'il y en a certainement qui se laissent vassaliser par les 50 000, les 150 000 et les 200 000, mais il y en a pour qui ça ne vaut absolument rien. Et c'est pour ça que je vous ai dit, faites une remarque simple. 99%. Pendant que certains portent la tenue kaki coloniale, il y en a qui ne l'ont jamais mise. Je vous mets au défi. Si vous trouvez une photo de Sokoudjou Jean Rameau avec ça, vraiment, venez me montrer ça. 98%. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand vous écoutez le discours d'un chef comme celui-là, qui est l'un des chefs les plus respectés au Cameroun, je ne l'ai jamais vu dans un discours contester l'État. Il vous dit simplement que quand vous gérez l'État, là, rappelez-vous que c'est un bien commun et que vous devez intégrer tout le monde. Et lorsque les gens se sentent exclus, Stéphane Bra, quand vous vous sentez exclu, vous repliez d'abord dans la famille, dans la communauté. Et c'est ce repli qui donne l'impression que les gens donnent plus de prégnance et d'importance à leur communauté qu'à l'État. Or, si l'État était géré de façon que tout le monde se sente concerné, les gens seraient plus heureux d'être Camerounais que d'être Étonne, par exemple. Merci. Bonsoir. Je vais poser la question au monsieur qui dit que les chefs de bloc ne sont pas des majestés. Cela veut dire que les adjoints au sous-préfet ne sont pas des sous-préfets. Bon, la question... c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. L'État et la nation renvoient à deux réalités distinctes, bien que souvent complémentaires. L'État constitue une structuration institutionnelle et juridique dotée d'organes de pouvoir chargés d'administrer un territoire et une population conformément à un ordre normatif déterminé. La nation, quant à elle, relève davantage d'une construction sociologique, historique et culturelle. Elle désigne une communauté humaine unie par un sentiment d'appartenance commun fondé sur des éléments tels que la langue, la culture, l'histoire, les traditions ou encore la volonté de vivre ensemble. Ainsi, un État peut exister sans véritable nation unifiée, tout comme une nation peut subsister sans disposer de son propre État. Jean-Moïse Mbok. C'est très dur. Alors, il faut simplement dire ici que heureusement que ceux qui nous gouvernent écoutent pour comprendre et non pour essayer de battre en brèche ce que nous disons de manière naturelle, de manière très simple. La Suisse, c'est un ensemble de cantons, en fait des nations, à la définition que vous venez de faire. Et ce sont ces différents cantons qui se mettent ensemble. Même la France de l'époque. La France, c'est un ensemble de nations, des Gaulois, Les Basques, les Bretons qui se mettent ensemble, les Basques, les Corses qui se mettent ensemble. La Chine, c'est un ensemble de cantons, de nations. Les États-Unis, c'est 52 nations mises ensemble. Donc il ne faudrait pas qu'on vienne ici rire de sa propre ignorance. Je ne sais pas si on n'a pas dit les Nations Unies, on a dit État. Non mais écoutez, je reste dans vos définitions. Les Texans, on a bien défini. Je reste dans vos définitions. Une nation et un État. On n'a pas dit les Nations Unies, on a dit les États-Unis. Jean-Moïse Mbok. Les définitions sont encore là devant moi. C'est fan. Les nations, quand elles se mettent ensemble, je vous rappelle que quand on parle de la Californie, on parle de l'État de Californie. Okay. D'accord? Oui. Parce que dans leur dynamique, la Californie est passée de nation à État. C'est-à-dire que dans leur logique, la Californie est administrée par la Californie elle-même. On est une nation qui est administrée. Donc c'est des États administrés. C'est pour ça qu'aux États-Unis, on parlera des États-Unis. Mais je vous dis que prenez le cas de la Suisse, on parle des cantons. Le cas donc du Cameroun, notre constitution dit que nous sommes diverses nations.
que nous mettons ensemble parce que nos diversités. Allez déjà, Maurice, on n'a plus de temps. Vraiment, notre diversité devrait être une force. Et c'est là que je rejoins Franck Manson, où nous sommes dans un cas où vous avez posé une question. Qu'est-ce qui se passe avec la chefferie traditionnelle? Nous sommes donc en train de vous dire que, 1, il faut revenir au dialogue social. 2, il faut prendre la vie des acteurs d'un secteur avant de le reformer, avant de le développer, avant de l'évoluer. Ce qui se passe avec la chefferie se passe dans tous les différents secteurs du Cameroun. À ce niveau, Jean-Maurice, oui. Est-ce que lorsqu'on est chefferie traditionnelle, lorsqu'on est dans une république, on ne devrait pas perdre un peu de sa puissance et la donner à l'État qui devrait donc réguler et organiser en tenant compte de votre existence? Je reprends votre exemple. Douala, les chefs savants n'ont jamais défié l'autorité de la République. Jamais. Les chefs sont allés toujours vers le préfet ou l'autorité pour poser leurs problèmes. Le représentant de l'État dit qu'il faut une chefferie. Non. Les chefs disent non. Le sous-préfet a dit qu'il faut une chefferie. Attendez. Est-ce que le sous-préfet ne représente pas l'État? Non, non. Le sous-préfet a parlé même de consultation. qualité N'allons même pas loin. de Il a parlé de consultation. Oui. Maintenant, Mais les qui devait chefs... aboutir. Attendez, Stéphane, les chefs, donc, qui sont garants de la tradition et du territoire, vont donc expliquer que dans leur cosmogonie, il n'est même pas besoin d'avoir un chef dans cette zone. Ça a été entendu. C'est ça un État qui est organisé. Et à Douala, ça s'est très bien passé. Parce que quand donc les chefs disent il ne faut pas que ça ait lieu, le monsieur veut quand même qu'il y ait une concertation. Le gouverneur dit attention, il y a trouble à l'ordre public. Voilà un État où l'autorité a dit arrêtez-moi ça. Ça s'est arrêté. Quand les chefs donc se mettent à marcher, c'est pour dire on a envie qu'il y ait une meilleure communication. Ne voyez pas en cela une défiance envers l'administration centrale. Nous sommes en train de dire simplement ici que nous allons tous dans la République dans la concertation. Mais en perdant, en perdant un peu de notre puissance. Stéphane, les deux entités doivent perdre de leur puissance. L'État doit être dans la concertation permanente pour savoir utiliser à bon escient les forces, les puissances, les capacités qu'elle a en interne. Si vous ne rentrez pas dans le dialogue, vous allez créer plus de frustration que de solutions. C'est clair. Pourtant, les gens ne veulent que les solutions. Et aujourd'hui, nous voulons parler à nos États africains pour leur dire, moi je vais vous dire en Ouganda par exemple, le chef de l'État a mis sur pied un système où la chefferie traditionnelle est représentée par le roi. Il est roi, hein? Dans la République, il est roi à Kampala. Et chaque 3 mois, il reçoit tous les rois de l'Ouganda, et les chefs et les princes qui donnent leur avis, comment le pays doit diriger, et il soumet au chef de l'État. C'est organisé. Même au Ghana, de manière, même en Côte d'Ivoire, c'est organisé. Donc au Cameroun, ne faisons pas comme si c'est des sous-personnes, c'est des gens qu'on ne considère pas. C'est ce qu'eux, ils ne veulent pas. Oui. Nous disons donc que ici, écoutez le langage de la chefferie traditionnelle. Elle n'est pas là pour défier le pouvoir central. Elle n'est pas là pour résister à l'État. Mais elle est en train de dire, nous sommes une entité importante. Prenons-nous également en compte. Sans polémique. Merci. Vous êtes d'accord que le temps imparti pour la production est achevé? Oui, je vais 30 secondes. Très rapidement, puisque le temps est achevé. Ce que je peux dire tout simplement, c'est que le Cameroun est en construction. C'est en construction pour parvenir à l'État-nation. J'avoue que nous ne sommes pas encore une nation. Pourquoi? Parce que lorsque les gens convoquent ici certaines nations, nous ne sommes pas encore. Il y a un téléspectateur qui a dit ça, que nous sommes un État, mais pas encore une nation. Je suis d'accord avec lui parce que nous sommes dans un construit. Sur le téléspectateur de Baléron. Oui, nous sommes dans un construit. Et quand vous convoquez la Suisse, vous convoquez les États, c'est des États, des nations avec des siècles. C'est pour cela que je dis aujourd'hui, quand nous parlons du Cameroun, le cas du Cameroun, le temps est achevé. Les voix des chefs traditionnels ne sont pas méprisées. Ils sont plus en compte. Par exemple, ils sont représentés au Sénat. Donc je dirais tout simplement que nous sommes dans un construit et il faut accepter que l'État-nation prenne le dessus sur les communautés. Merci. Quand on passe du stade des nations au royaume à la République, il faut savoir que ce sont les lois de la République qui priment sur les rois coutumiers. Dans la concertation. Et maintenant, il faut reconnaître que, Stéphane, 97% des chefs ont été phagocytés. D'ailleurs, que ce sont des auxiliaires de l'administration territoriale. Et ça a été fait à dessein. Ils ont un salaire. Et comment est-ce que les Occidentaux avaient détruit la puissance des chefs?
quand on a commencé à leur donner de l'argent, des voitures, du vin, on les a dépossédés en fait de leur énergie. Merci. On va dire bonsoir à M. Mouaboulou de Punkomo qui justement a réagi de façon abondante à ce qui était dit sur ce plateau. Nous n'avons pas la prétention d'avoir véritablement interrogé la pertinence de cette problématique. Je promets que la semaine prochaine, avec l'accord bien évidemment du top management, on reviendra sur cette question qui met à mal le vivre ensemble. Et vous savez que nous, sur Info TV, lorsque le vivre ensemble est attaqué, nous répondons présent pour sa préservation. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je l'ai dit, rendez-vous prochain lorsqu'il sera 21 h à Yaoundé au Cameroun, lundi prochain, je précise. Bien le bonsoir.